rends compte que les gens adhèrent, et quand ils adhèrent, ils s'éclatent. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Corentin. Salut. Bon écoute, merci de me recevoir dans tes super locaux chez Clocks. C'est trop cool. Du coup, tu m'as dit que c'était les anciens locaux de Shine, c'est ça? Du coup, une petite dédicace à Mathilde qu'on a reçue sur ce podcast aussi et qu'on embrasse si elle nous écoute. Bon, écoute, comment ça va aujourd'hui? Écoute, super. Merci à toi déjà de m'inviter. J'aime beaucoup le podcast. Franchement, très inspirant. Et écoute, très bien. Début d'année très intense. Ouais, ça part bien. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool. Écoute, question que tu connais du coup puisque tu aimes le podcast. Corentin, peux-tu te présenter pour les gens qui nous écoutent? Écoute, je m'appelle Corentin Cadet, je suis père d'une petite fille qui s'appelle Colette qui a 2 ans et je suis entrepreneur dans le marketing digital, patron d'une agence qui s'appelle Clocks. Clocks, très bien. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est Clocks et est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Clocks, c'est quoi le métier de Clocks, comme si tu me l'expliquais quelqu'un qui n'y connaît rien, ce qui s'avère incidemment être le cas, mais qui est peut-être le cas aussi de pas mal de gens qui nous écoutent. Carrément. Alors déjà, je vais commencer par un concept qui est en tout cas la définition de la boîte et je vais l'expliquer derrière. Mais Clock, c'est une agency as a service. En tout cas, la vision que nous on a, c'est comment on peut améliorer l'expérience de publicité d'une agence de publicité en mettant de la tech là où ça fait du sens. Donc à la fois sur la prise de commande, sur le parcours client que peut avoir un client chez nous et sur le reporting, pour lui permettre en tout cas d'avoir une expérience qui est beaucoup plus intéressante que les agences traditionnelles. Et après, nos métiers strictement sur l'agence, c'est de la stratégie, de l'achat d'espace et toute une partie studio créa qu'on fait via des partenaires. D'accord. Et je crois que tu bosses juste avec les boîtes de l'entertainment, c'est ça? Exactement. Alors c'est moins le cas maintenant, mais effectivement, de base, on l'a créé en 2017. Cette boîte, elle est venue d'une opportunité où moi j'avais la chance de faire la campagne de l'Euro de basket 2015, très cool, qui a eu lieu en France. Je sais pas si t'es fan de basket, mais je suis un grand fan de basket, j'en ai fait toute ma vie. Écoute, en plus, plus belle affluence européenne de basket, c'était au stade Pierre-Mauroy à Lille, donc franchement un super succès de billetterie en plus, où nous on avait travaillé sur le paid media à l'époque sur ce sujet-là. Et en fait, moi j'étais dans une autre boîte et à ce moment-là, en fait, le directeur communication entertainment de l'Euro de basket est venu me voir à la fin de la campagne qui a été un super succès en me disant ces outils d'achat d'espace ciblé, en tout cas de stratégie numérique très poussée, n'existent pas du tout dans le monde du sport. C'est hyper intéressant de les développer et de ça en fait on a créé Clocks avec lui et mon autre associé qui s'appelle Guillaume, qui est aujourd'hui mon unique associé puisque en fait Pascal est parti de l'aventure pour d'autres projets, avec au début l'enjeu en tout cas d'accompagner les acteurs de l'entertainment sur ces enjeux de digitalisation et de stratégie marketing, et au fur et à mesure, on va peut-être en parler des itérations de la boîte. Carrément. On est arrivé sur un sujet plus global de comment on peut améliorer pour un client donné l'expérience d'une agence de pub qui est sous certains aspects assez traditionnels. Ok. Et comment t'en es venu à faire ça? Parce que tu parles de paid media, de trucs comme ça, etc. Enfin, c'est pas des trucs qui sont évidents. Comment t'en viens à ceux qui sont quand même très techniques et qui peuvent paraître assez effrayants pour un néophyte, tu vois? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Moi, j'étais, je vais faire un petit rétropédalage, mais en école de j'étais en école de commerce en 2012-2013 à l'époque, l'IT, le numérique, voilà, mais au sens large. En école de commerce, on parlait de community management, donc on était encore loin de tous ces sujets. Très bien. L'univers du média pour moi m'était complètement inconnu. Et en fait, je postulais pour des boîtes d'IT, etc., où c'était des process assez longs. Et j'étais en Suède à l'époque en échange. Et du coup, voilà. En tout cas, j'étais dans ces process-là. Et en fait, j'ai une copine d'école qui me dit, ouais, je suis dans une start-up où on était, il y a le fondateur et moi, j'étais la première stagiaire. Là, il cherche un stagiaire. C'est dans l'univers du programmatic advertising. Donc, là, je vais sur Google, je cherche et je vois que c'est une technologie assez naissante d'achat d'espace ciblé basée sur une mécanique d'enchère. Je trouve ça super excitant. Et en fait, de ça, je fais un stage dans cette boîte-là. Et de fil en aiguille, en fait, j'y suis resté 3-4 ans. Et en fait, c'est un univers, le digital, qui maintenant commence à être assez vieux, on va dire, mais en tout cas il y a une vraie logique d'autodidacte et moi j'ai tout appris comme ça, par opportunité, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai créé une expertise en tout cas sur le sujet. Et sur un truc qui s'est développé en même temps que tes compétences et ton expertise, quoi. Complètement. À l'époque, en 2012-2013, tu vois, en France, sur 100 € investis en achat d'espace, c'était 7 ou 10% qui étaient en programmatique, 90% en direct. Aujourd'hui, on doit être à 70-40 ou 70-30 en faveur du programmatique. Donc ça a vraiment changer la manière d'acheter l'espace publicitaire,
à la fois pour les éditeurs, les sites web, parce que ça leur permettait de vendre sans avoir une armée de commerciaux et de vendre beaucoup plus efficacement. Et côté acheteur, bah, ça permettait en tout cas de réconcilier le média avec la data et du coup de faire des choses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ciblées. Et donc c'est vraiment l'opportunité de base qu'on a identifiée. Et l'idée effectivement, c'était de venir l'adapter pour, et là aussi de manière assez opportuniste. On avait vu par le cas de l'Euro de basket que les acteurs du sport étaient plutôt en retard sur la digitalisation versus des gros acteurs corporate. Et du coup de ça est venue l'idée en tout cas de créer une boîte sur ce sujet-là. Ouais. Et quand tu dis programmatique, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement pour moi en fait quand je suis derrière mon ordi? Et enfin, c'était au lieu d'acheter, je sais pas, une bannière sur un site tout le temps, c'est un système d'enchères derrière, et du coup ta pub va tourner en fonction de du moment, etc. quoi. Alors le programmatique au sens large, tu veux, c'est vraiment en fait la manière de mettre tu as de l'automatisation et du software dans l'achat d'espace. Okay. C'était quelque chose de très traditionnel. Vraiment, c'est vraiment une régie. C'est ça, un commercial, une régie, une agence média de l'autre côté, et c'était en fait un écosystème qui avait vécu en dehors de la technologie. Et en fait, c'est des technologies des marchés financiers qui ont été adaptées à la publicité. Et du coup, sur un protocole qu'on appelle le protocole RTB, Real Time Bidding. Et là, c'est Real Time pour temps réel et bidding pour des enchères. Et assez concrètement, en fait, quand toi tu vas sur, je sais pas, l'équipe, le monde, elle, peu importe, en temps réel, en fait, le média dit voilà, ok, il y a un cookie qui vient, un cookie anonyme qui vient sur mon site web, et nous, sur la base d'informations qu'on peut avoir sur ce cookie-là, qui sont là aussi anonymes, mais quelle géolocalisation il est ce qu'il est venu sur le site de notre client ou pas, etc., etc. On va acheter ou pas la publicité à un certain prix. Et du coup, tu as une logique d'enchère qui est une place de marché virtuelle en fait. Et si nous on a payé le bon prix pour avoir cet utilisateur, on va afficher la publicité. Donc c'est vraiment un processus qui se fait en 110 ou 120 millisecondes, c'est hyper temps réel, et des deux côtés de la chaîne en tout cas ça a du sens, on va dire des trois côtés, parce que côté annonceur ça permet de cibler mieux, côté éditeur ça permet de vendre mieux et de gérer son yield management, en tout cas l'allocation de ces espaces, et côté internaute je trouve que là où ça fait du sens, c'est que ça redonne un côté plus serviciel à la publicité, c'est-à-dire que forcément tu cibles mieux, t'as de la publicité qui est plus ciblée. On a tous eu cette expérience il y a une dizaine d'années de prendre des pubs pour les obsèques alors qu'on était un peu loin du sujet. Bon, peut-être qu'on était forcé un peu trop en âge étudiant, mais c'était pas trop le sujet, mais voilà, toute cette data permet en tout cas d'avoir un meilleur ciblage et des performances pour tout le monde. Ouais, je vois très bien. Et du coup en fait c'est un truc qui fait grave sens quand je réfléchis à ton marché en fait. Que tu vas sur entertainment, j'imagine que c'est pas là où il y a les plus gros budgets. Tu dois avoir un panier moyen qui est assez bas, et du coup, en fait, tu leverages vachement ça pour les acteurs qui ont pas tant d'argent que ça. Complètement. C'était nous, c'est vrai que l'opportunité de l'entertainment, si tu veux, c'est que c'est un marché, on y est allé par opportunité, mais en fait, on s'est vite rendu compte que les paniers moyens étaient tout petits. Alors tout petits, les premières campagnes qu'on faisait chez Clock, c'était 100 €, 200 €, donc c'était vraiment des petits budgets. Mais de ça, on en a fait une force où on a dû, en tout cas, créer une structure de boîte hyper agile pour dégager de la rentabilité sur ce modèle-là, tout en étant en logique bootstrap où on n'a pas levé jusqu'à présent. Et du coup d'avoir une logique hyper agile là-dessus, et forcément les clients d'entertainment avaient des vrais besoins, et forcément pour eux c'était des coûts en tout cas d'entrée, des tickets d'entrée qui étaient plus faibles que de passer par une régie traditionnelle, et après aussi l'entertainment pour nous était un super terrain de jeu parce que c'est des industries qui sont, je trouve, relativement en amorce de phase, tu vois, pour faire émerger un artiste, pour faire émerger une œuvre de cinéma, pour mettre des gens dans un stade, il y a un besoin de créativité, c'est des produits d'impulsion. Donc du coup c'est des personnes qui sont très ouvertes sur des écosystèmes hyper variés. La programmatique au début c'était que du display, tu as des bannières sur des sites web assez traditionnels, ça s'est ouvert à la télé, ça s'est ouvert à l'audio digital, les podcasts sont pas mal monétisés dans cette logique-là, ça s'est ouvert au DOH, donc l'affichage extérieur. Donc c'est progressivement en tout cas ça permet d'avoir une palette d'outils qui est beaucoup plus large sur du média en tout cas, et qui permet d'être beaucoup plus créatif et performant. Et justement au moment où tu te lances, parce qu'en fait tu te lances sur un secteur, les agences de pub, de manière large, c'est quand même dur de faire un secteur plus concurrentiel, tu vois. Alors j'en parlais justement avec Alexandre Bonetti de Simplébo. Alors lui, il est sur les agences web, c'est pas mal aussi, un truc très concurrentiel. Mais pourquoi qu'est-ce que tu te dis au moment de te lancer là-dessus? Tu te dis pas, ça va être impossible de faire son trou, faut quand même te différencier hyper sèchement, quoi. Complètement. Nous justement, c'était la vraie approche au début, en tout cas, d'exécution, c'était de se dire voilà, déjà on va prendre une spécialisation sur l'entertainment, c'était une spécialisation initiale jusqu'en 2019, et du coup de créer une vraie expertise sur ce secteur-là. Et en fait, factuellement, il y avait peu d'acteurs qui étaient spécialisés sur ce type de secteur. Tu vois, les grosses agences, Big Six, Publicis, ça va, c'était vraiment sur des gros comptes, donc ça s'adressait pas du tout à ces comptes-là. Il y avait quelques indépendants sur le secteur, mais en tout cas, c'était vraiment un marché qui était à découvrir et à défricher. Donc ça a été, c'est vrai que
il y a énormément d'agences, mais elles sont pas, en tout cas, il y a encore des opportunités à prendre là-dessus. Et après, je pense que c'est un vrai métier d'exécution et en tout cas, d'avoir le sens du travail bien fait. C'est pas toujours le cas dans le monde des agences, avec voilà une logique d'avant-vente parfois qui est très poussée, mais sur le delivery, c'est pas toujours le cas. Et nous, on a fait en sorte. Alors après, sur le média, c'est aussi plus rationnel, mais en tout cas, d'avoir une logique de vraiment de qualité. C'est-à-dire que le client, voilà, on challengeait énormément sur les perfs attendus au début de la campagne. Et derrière, on avait des taux de réussite qui étaient très bons parce que justement, on était dans un échange vraiment fort avec le client. Donc c'était vraiment, en tout cas, une logique d'exécution et de se dire comment on va faire en sorte de faire les meilleures campagnes, à la fois en termes de créativité, mais aussi en termes de performance. Et là, pour le coup, c'est beaucoup de temps, en tout cas, de dédier beaucoup de temps. Et au début, forcément, tu te donnes à fond sur ces sujets-là. Et justement, un truc qui m'a beaucoup intéressé en préparant l'épisode, c'est sur le site de Clocks, en tout cas, pour ta culture de boîte, t'as une vision, je parle de l'ADN de Clocks, et t'as une vision qui est hyper bien formulée, travaillée, etc., qui est très claire sur la valeur qu'apporte Clocks. Et du coup, il y a ce côté aussi derrière, on est aussi un produit, on met de la tech au bon endroit, etc. Parce que je crois que tu proposes une plateforme qui est aussi en self-service, et du coup, tes clients peuvent utiliser, du coup, tu passes sur une logique de productisation et t'as un truc qui commence à pouvoir se scaler, on va en reparler. Cette vision-là de ton marché, tu l'as toujours eu, où tu t'es dit c'est un truc qui est venu en itérant et en... C'est vrai que c'est une bonne question. Nous, au début, on a vite été heurté aux limites du marché, en se disant au début, comme je te disais, tu fais des campagnes à 100 €, après tu montes ton panier moyen à 1000 €, 2000 €, donc t'es obligé de te désengager de tes premiers clients, et très rapidement on s'est dit comment on va réussir à retravailler avec eux, parce que nous, la promesse, en tout cas, il y a quelque chose qui a été assez chevillé au corps dès le début, c'était de se dire comment on peut démocratiser ces outils, parce que assez concrètement, l'univers du programmatique, et on l'a dit en préambule, c'est assez jargonneux, c'est pas connu. Alors tout le monde connaît Facebook, Instagram, les plateformes social médias, et on en fait aussi, mais qui sont plus naturelles, en tout cas pour un marketeur aujourd'hui. En revanche, tout l'écosystème qui est en dehors de ça et qui est multiple aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'y accéder. Donc assez rapidement, on s'est dit comment on va pouvoir avoir des solutions pour répondre à ce type de problématiques-là, et comment on va pouvoir simplifier. Et en fait, après, t'as aussi la logique du développement de la boîte. Et donc, au début, tu dois prendre des priorités. Donc, les premières années, a fortiori en levant pas de fonds, c'était d'atteindre des niveaux, en tout cas de chiffre d'affaires, qui nous permettent d'avoir une structure. Et ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2019. Et en 2019, avec Guillaume, on s'est dit comment on va se donner une vision sur un plus long terme. Et là, effectivement, de ça est venu, en étudiant le marché, une logique de se dire, c'est vrai qu'on avait toujours au début refusé de s'appeler se dénaturer comme se dénaturer, j'ai dit le terme, mais en tout cas de s'appeler comme une agence, s'appeler une agence tout simplement. Et en fait, on s'est dit que notre sujet, c'était vraiment de réinventer le monde de l'agence. Alors toute humilité gardée, mais se dire comment on va, utilisant la tech, et comment on va amener cet état d'esprit startup, cette culture startup aussi dans notre boîte, et on va en parler effectivement sur la partie culture, pour faire en sorte de pouvoir avoir une proposition de valeur pour tous nos clients, servir des clients qu'on pouvait pas adresser, avec effectivement des softs qui leur permettent de prendre des campagnes sans passer par nous. Donc tu peux prendre ta campagne en télé, tu peux prendre ta campagne sur Spotify, tu peux prendre ta campagne sur TikTok, avec les ciblages qui vont bien, mettre ta carte et le faire sans avoir besoin de parler à un account manager chez nous. Mais aussi au-delà de ça, même pour les clients, parce qu'on a aussi des clients qui mettent plusieurs centaines de milliers d'euros chez nous, comment avoir une expérience d'agence qui soit différente des agences traditionnelles, avec de la tech, sur du reporting unifié, sur du marketing relationnel, où tu sais les différentes étapes automatiquement de ta campagne, et t'as pas besoin de te poser 10 000 questions. Et en avant-vente, comment là aujourd'hui tu peux nous briefer très simplement via un Typeform, mais demain comment tu peux nous briefer via un WhatsApp. C'est vraiment en tout cas la vision d'adopter un peu les usages B2C qui sont du pay as you go. Nous typiquement on n'a pas d'engagement auprès de nos clients, c'est les clients peuvent partir quand ils veulent. Ta plateforme, c'est un abonnement sans engagement que tu payes tous les mois. Exactement, c'est une logique de marketplace, tu veux, c'est le client il veut mettre 1000 € ou 500 € un mois, et dans 3 mois revenir mettre 1000 €, il n'a pas de fees. Entre les deux, on est très attaché, on parlait sur la culture, à cette notion de liberté, parce que en fait ça, je vais pas envie de dire bizarrement, mais on a un taux de churn qui est assez faible, c'est-à-dire que les clients, quand tu leur laisses la liberté de partir, et du coup chacun se met en responsabilité, ils nous challenge aussi, parce qu'ils se disent je peux partir quand je veux, donc je peux leur dire les choses. Et pour nous, on est dans une logique où on doit se challenger pour répondre toujours. T'as pas de temps à perdre à garder des clients et que ça se passe mal. Exactement. C'est tellement chiant entre guillemets. C'est un conseil pour tout le monde. Vous battez pas pour garder des clients que ça se passe mal, ça sert à rien. Vous perdez plus de temps que vous gagnez en argent, quoi. Nous, ça nous est arrivé encore récemment. Tu as un client qui avait 10-15 cas de budget. Il avait des enjeux de perf très précis. On lui a dit ok, on va lancer ensemble. Au bout de 3 000 €, on voyait qu'on était très loin de ces enjeux, parce que c'était la problématique qui était très complexe, etc. Et on a
n'a pas la recette, la science infuse du marketing, donc toutes les problématiques sont pas gérables. En tout cas, on n'est pas capable nous potentiellement de les gérer. Et on lui a dit au bout de 3 000 €, voilà, t'as dépensé, voilà, on a appris ensemble. Maintenant, ça sert à rien de dépenser les restes et tu peux les mettre ailleurs et ça aura plus de sens pour toi. Donc, et tu peux être le meilleur du monde sur ton sujet et tomber sur un client qui entre guillemets justement résonne pas du tout avec qui tu es, tes valeurs, et ça c'est même si t'es bon techniquement, en fait ça va mal se passer dans tous les cas quoi, parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont faire que je suis un peu bien quoi. Et le marché est tellement large. Oui, clairement. Faut se dire aussi sur ton marché t'as pas trop de soucis là-dessus. Ouais, c'est en logique d'entrepreneur, tu dois d'aller vite en tout cas et on peut pas trop créer d'inertie sur des sujets qui ne méritent pas. Alors du coup je reviens à ce moment où tu te dis ouais on arrête d'être d'être une agence entre guillemets classique, parce que effectivement c'est un modèle qui scale pas. Enfin si tu veux faire plus de clients, plus de campagnes, il faut plus de gens du coup. C'est toi qui gères leur campagne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu sens que t'es arrivé au bout d'un modèle et tu te dis bah là en fait on plafonne. T'as une envie de faire de la croissance qui te vient naturellement. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là quoi? Ouais, nous c'était je pense que c'est parti d'abord d'une envie, c'est vrai qu'avec Guillaume c'était notre Guillaume et Pascal, mais Pascal lui c'était pas sa première boîte, mais il est parti en 2019 justement au moment où on a repris les rênes avec Guillaume et on s'est dit nous voilà, on avait créé la boîte en 2017, on avait beaucoup appris, pour nous c'était vraiment un MBA ces 3 premières années, on a fait beaucoup d'erreurs notamment d'un point de vue culture, hein, on va pouvoir en reparler et c'était un MBA, j'aime bien cette expression. Ouais, c'est ça, moi j'ai le sentiment d'avoir appris énormément. C'est comme ça qu'il faut vendre ton expérience entrepreneuriale quelle qu'elle soit en fait. Tu sais quoi, tu t'es planté mais t'as appris tellement vite quoi. Exactement. Bon, tu vois pas, j'ai une casquette mais quelques cheveux gris au passage. Mon associé en a un peu plus que moi, mais non mais on a appris énormément et en fait on s'est pris aussi au jeu. En fait on avait déjà monté la boîte, tu vois, à quasiment 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était une quarantaine et en fait on s'est dit là ouais il y a un vrai truc à faire. Nous on avait des expériences d'agence, on connaissait bien l'écosystème par le passé et là on s'est dit bon, on a 2 options. Soit on se donne une vision en tout cas qui est plus ambitieuse avec un ADN plus start-up fondamentalement, ou autrement on fait une agence pendant 20 piges et sincèrement ça nous intéressait pas. En plus de ça, tu vois, on est plutôt deuxième semestre 2019, on était encore très dépendant d'entertainment, donc là on était en pleine réflexion stratégique pour 2020 et boum Covid qui arrive début 2020 où là notre secteur de l'entertainment qui pesait 80-90% de notre chiffre d'affaires il descend à 0% parce que c'était quasiment du moins 80, moins 90% sur cette activité-là. Et donc du coup, forcément, ça nous a accéléré, mis un gros coup de pied au cul pour aller très vite. Mais voilà, mais pour répondre à ta question, c'était vraiment en tout cas une envie de nous, une envie aussi des équipes. Et aussi un marché, si tu veux, l'entertainment qui reste un petit marché dans l'univers de la publicité. Oui, on arrivait aussi. Alors, j'aurais pas l'arrogance de dire en frontière du marché, mais on connaissait les forces en présence des différentes dynamiques qu'on adressait. Tu vois, typiquement sur l'industrie de la musique à l'époque, on avait quasiment tous les labels de Universal au plus petit, etc. Le sujet après, c'était de s'internationaliser. Ce qui était pas forcément ni notre envie à ce stade sur un produit, tu l'as dit, d'agence qui est pas très scalable où il faut prendre des équipes en local. Moi en plus j'allais avoir une petite fiche, j'avoue, j'avais pas forcément envie de passer ma vie dans les avions. Ouais, non, c'est normal. Et qui plus est, le Covid nous a coupé la chic derrière, donc voilà, ça partait plutôt effectivement de ce constat à la fois de contrainte et à la fois d'envie profonde de faire autre chose et de se lancer quelque part dans une page blanche avec effectivement tout ce qu'on avait appris pendant les 3 premières années. Et du coup comment tu fais? C'est quoi? C'est une discussion entre associés? C'est un truc que tu fais avec tes équipes? Parce que encore une fois la vision que tu formules, tu vois, quand on la lit, elle est travaillée, quoi. Et, c'est quoi? C'est toi qui te mets devant ton ordi et qui écrit un truc? Comment ça se passe? Alors, avec Guillaume, c'est vrai j'ai pas parlé de Guillaume encore, mais on se connaît on est amis, on va dire d'enfance, mais on s'est connus en classe prépa. On est amis avant d'être, on a souffert ensemble. Voilà. C'est bon. On a souffert ensemble, d'autres fois à souffert ensemble. Mais, non, au-delà de ça, on a vécu des super années à Nantes ensemble, on s'est recroisés après, lui, il est parti à Marseille, moi à Reims, donc, on se recroisait, de droite et de gauche, tu vois, mais à chaque fois qu'on se revoyait, on parlait business, mais on était surtout avant tout amis, et du coup ce qui a été une vraie, alors je recommanderais pas forcément de faire du business avec des potes, hein, même si moi c'est plutôt mon cas, faut bien cadrer les choses, mais pour le coup on a une relation qui est fusionnelle sur cette perspective là et du coup on échange énormément de business, d'opportunités pour la boîte, etc. Donc en fait de frustration initiale de se dire on n'a pas envie de faire une agence, on a tiré le fil pour arriver au constat de se dire en fait on est une agence et maintenant comment on va la réinventer. On a discuté, j'aime pas trop ce terme, mais comment on va essayer d'améliorer l'expérience. Et une fois qu'on avait cette base là et on est arrivé sur, tu vois, là t'arrives sur
plus du marketing, mais agency de service, comment on va réussir à trouver une formulation pour rendre ça compréhensible. Derrière, effectivement, on a parlé avec toutes les équipes, parce que nous on a en tout cas, il y a une partie des collaborateurs qui sont associés à la boîte. Okay. On répartit aussi 20% du chiffre d'affaires à tous les collaborateurs. Donc tu traites tes collaborateurs comme des entrepreneurs, quoi. Ouais, on a une vraie en tout cas volonté d'avoir un terreau d'entrepreneur et d'être une logique où le travail est récompensé. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, pour Guillaume aussi. Et du coup, assez rapidement, on est dans une logique où naturellement on discute, en fin du taf autour d'un verre, en meeting, de se dire comment on va formuler ça. Et derrière, effectivement, on y va. On tente et au final ça a super bien pris, de sortir de garder Staden Entertainment et d'en sortir d'un point de vue marché. Aujourd'hui je pense que c'est à peine 50% de notre chiffre d'affaires, donc on a vraiment en tout cas vraiment accéléré sur cette transition et en plus ça s'est empilé, et après effectivement c'est d'itérer progressivement. Forcément, le Covid, on a été ralenti dans ce qu'on voulait faire par rapport à notre vision. Mais là, depuis ces derniers mois, on a vraiment accéléré sur le sujet et c'est hyper excitant de pouvoir à la fois sortir de l'entertainment, à la fois sortir du média, et surtout on le voit auprès des clients qui testent, sont hyper contents des retours des solutions. C'est top. Alors, du coup, c'est intéressant ce move que tu fais, parce que avant, on me disait, genre, tu crées une startup, tu rates, du coup, ça devient une agence, quoi. Il y a un peu ce cliché de l'entrepreneur qui a, entre guillemets, fini sur une agence. Il y a de plus en plus de boîtes comme la tienne, qui font l'inverse, qui commencent comme une agence, entre guillemets, et qui essaient d'aller vers devenir une startup, tu vois. Donc on met du produit, on met de la tech, etc. Et justement, tu parlais tout à l'heure de la culture startup. Et ça, c'est un truc que je challenge un peu, tu vois, pour le coup. Genre, c'est quoi la culture startup? Est-ce que ça existe vraiment? Et en tout cas, comment tu la définis, toi? C'est une bonne question. Moi, je pense que nous, ce qu'on retient de la culture startup, alors je sais pas si on pourrait proprement parler d'une culture, mais c'est plutôt le modèle d'une startup. C'est-à-dire que c'est comment on va itérer rapidement, comment on va être dans un état d'esprit hyper agile, comment on va être dans un schéma de prise de décision qui est hyper rapide, hyper autonome. Nous, ce qu'on a pris vraiment de ça, si tu veux, pour moi, c'est la startup, je mets ça sur de la vélocité très forte et de la liberté. La vélocité très forte parce que il faut, en tout cas, itérer rapidement. Et du coup, pour ça, faut permettre aux gens d'itérer rapidement. Et il faut ainsi libérer la prise de décision et du coup avoir un management qui est très centré autour de la liberté. Pour moi, c'est hyper important, et de responsabiliser les équipes, de leur permettre de rater avec tout la responsabilité, mais aussi le confort. C'est pas eux forcément qui sont les fondateurs, donc on n'a pas pris tous les risques, mais en tout cas de leur donner cette opportunité de faire ça. Ça pour moi, c'est ce que je retiens vraiment de cette logique-là, avec une logique de vélocité assez forte, et aussi d'ambition de croissance très forte. Nous on est dans cette logique-là. Tu vois, on a fait 700 000, 2 millions 3, 4 millions. On a stagné pendant le Covid, mais en changeant complètement notre business model. Et derrière là, sur un deuxième semestre de l'année passée, là 2021, on fait plus de 70% de croissance. Donc on a vraiment cette ambition, en tout cas, d'aller assez vite. Après, est-ce que aujourd'hui, tu vois, il y a 1 million de startups en France? Est-ce qu'il y a une culture homogène de ce sujet-là? Sincèrement, je le crois pas. Et aussi, je pense que moi, je suis quelqu'un qui vient de la campagne, si tu veux, donc j'ai un certain bon sens paysan, et si tu me passes l'expression, mais T'inquiète pas, je veux pas de la peut-être, tout va bien. Il y a des modèles, et si on parle un peu de levée de fonds, si tu veux, il y a des modèles où il y a une nécessité quelque part d'apporter une dose de risque et de capital risque très forte, et notamment je pense à des modèles B2C, où là des modèles de communauté où il y a nécessité d'amorcer la pompe très fort, et aujourd'hui c'est nécessaire sur ces modèles là qui sont en général qui peuvent être aussi très disruptifs d'amorcer la pompe. Sur un modèle B2B, t'as des possibilités d'accélération qui sont complètement différentes, et en tout cas pour nous la levée de fonds n'a jamais été une fin en soi. Et je sais pas si elle le deviendra, parce que je t'ai parlé de liberté, la liberté tu la chéris aussi en ayant la main sur ton capital et en pouvant faire ce que tu veux quand tu le veux. Moi c'est hyper important. Ouais, je vois tout à fait. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, tu te dis bon, en B2C il faut lever, etc. Et là on est effectivement sur des modèles presque à l'ancienne, tu vois, les réseaux sociaux, etc. Des trucs qui sont dès le début des GAFA. Enfin, en gros, on veut le plus d'utilisateurs possible, personne paye, et puis on verra un jour ce qu'on fait de cette masse, tu vois. En général, on vend des données. Et voilà. Merde, je pourrais pas inviter Marc Zuckerberg sur le podcast, du coup, je suis hyper déçu. Je serais curieux de voir la culture de boîte. Ouais, clairement. Je pense qu'il faudra un long épisode. Mais bref, tout ça pour dire, enfin, oui, en B2C, il y a ça, mais pour le coup, les grosses levées de la tech de ces dernières années, c'est aussi des boîtes B2B. Enfin, tu vois, quand on voit du Payfit, du Conto, Conto, ça se met pas tellement en B2B, qui vont lever énormément sur des boîtes SaaS, en fait. Du coup, on a tendance à se dire, toi, quand tu passes sur un produit, tu fais le choix de pas lever quand même, tu vois. Alors, comment tu vois ça? On peut bootstrapper une boîte qui va devenir presque un SaaS?
Alors c'est une bonne question. Je pense que sur des certains niveaux, après c'est aussi la stratégie du winner takes all. Si tu veux, c'est sur certains marchés, il faut être voilà. Je pense l'exemple d'un Conto, ils ont besoin, et vu que l'environnement est très compétitif, d'être les premiers. Et pour ça, il faut énormément de cash pour y arriver. Après, voilà, je pense que c'est aussi l'économie du moment, avec des taux d'intérêt très bas, avec beaucoup de capitaux qui sont faits sur ces, voilà, ces sujets-là. Je suis pas sûr que ça soit le cas dans les, voilà, dans les 10-15 prochaines années. Là, aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt sur des logiques de croissance, versus il y a 15 ans, qui étaient plutôt sur des logiques de valeur et de rentabilité. Tout ça, c'est des cycles. Donc, je pense que voilà, ça dépend fondamentalement des modèles. Après, faut aussi, voilà, faut, tout dépend des étapes aussi. Nous, on est dans une étape où, voilà, on est sur, on met le produit au marché. Si demain d'aventure le produit explose, voilà, les signaux seront plutôt très bons. On se posera aussi les bonnes questions. Après, pour revenir sur ta question de tout à l'heure sur voilà, est-ce que c'est pas sexy d'être une agence, est-ce que c'est pas start-up? Moi, je pense que c'est aujourd'hui le service, c'est hyper important. On est sur l'économie de service. Les clients aujourd'hui avec qui on travaille, ils ont besoin de s'équiper de partenaires, d'agences, si tu veux, si on les nomme comme ça, qui vont leur apporter du conseil, qui vont leur apporter différentes vues, qui vont aussi leur permettre d'externaliser un peu le risque, parce que tu vas pas prendre toutes les compétences en interne quand c'est pas ton métier initial et que tu vends des assurances du parfum ou que sais-je. Et ce modèle-là aujourd'hui, ça fait penser à j'écoutais c'était un podcast de We Maintain qui était sur la maintenance d'ascenseur. Jade, ouais. Jade, qui est venu sur effectivement, qui est venu aussi sur ton podcast. Et en fait, son analogie était hyper intéressante. Elle parlait d'Otis, Schneider, etc., qui sont des boîtes de la fin du 20, qui sont des mastodontes, 1800 et des bananes, tu vois, 1850 ou un truc comme ça. Et en fait, il dit ce marché n'a pas bougé pendant 150 ans. Aujourd'hui, les grands groupes médias, et c'est des marchés qui sont énormes, ils datent de l'après-guerre pour la plupart. Ils sont mis sur des logiques à la base de grossistes, voilà, ils achetaient des volumes et après ils découpaient sur leurs clients. Et après, il y a eu énormément de mutations. Il y a eu la mutation du digital, il y a eu la mutation des algorithmes, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Le marché s'est vachement fragmenté, et du coup, ça recrée beaucoup d'opportunités. Mais après, on reste sur du service. Et je pense qu'il y a de très belles boîtes à faire sur du service. Et moi, j'en ai pas honte, loin de là. C'était pas ton propos, hein. Non, on s'en fout. Après, c'est vrai que le SaaS et le soft, globalement, te permet en tout cas d'adresser d'autres types de segments, et notamment les segments voilà, dans le club Bootstrap que tu connais aussi un petit peu, et je pense à Lemlist, je pense à des boîtes comme ça où, exactement, voilà, c'est l'exemple inverse entre guillemets de on peut pas scaler un petit SaaS, quoi. Exactement, ils ont réussi à scaler en bootstrapant, mais voilà, sur des paniers moyens où la personne elle met un ticket de 100 € par mois. Donc forcément, de nature t'es obligé de faire du soft et d'avoir un parcours qui est complètement digital. Tout dépend de ton panier moyen et des revenus que tu vas prendre, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur ce côté, une agence c'est pas sexy, etc. Le service, en fait, je trouve que le service revient énormément justement, et à l'inverse, le full automatique commence à perdre un peu de sexitude. Et t'as ce côté, en fait, tu vois, ce que je disais au début, le marché, enfin les agences web, les agences de pub, etc. C'est un marché qui est limite sinistré, c'est ce que disait Alexandre quand il est venu, parce qu'en fait c'était un peu le Far West au début, tu vois, et tu pouvais vraiment te retrouver avec des trucs tout nuls que tu payais très cher les agences. Et aujourd'hui, tout ce truc-là est en train de se concentrer, ou en tout cas t'en sors par le haut, et tu vas avoir une logique hybride service tech, ce qui est exactement ce que tu es en train de faire en fait chez Clox. Complètement, et je pense qu'Alexandre l'a bien compris sur son segment à lui. C'est que c'est vrai que moi je l'ai vu. Alors ça fait un peu, j'ai 30 piges et ça fait un peu routier du digital de dire ça, mais quand je suis arrivé il y a à peu près, t'as commencé quand le digital, tu vois, et de quand, et de quand date le digital? C'est ça, non mais ça va faire, moi j'ai fait mon mémoire d'école sur le digital, et tu vois, c'était le début, c'était vraiment les années 90. Moi j'ai commencé en 2012 2013, et en fait il y a eu des générations successives, c'est-à-dire que au début le marché était pas du tout mature, c'était la foire d'empoigne et un peu la poule aux œufs d'or pour pas mal d'acteurs qui étaient plus ou moins qualitatifs, mais parce que c'était la réalité du moment et personne comprenait rien. Là aujourd'hui on arrive sur un marché qui est plus mature, et d'ailleurs c'est hyper intéressant de voir la différence entre quand les innovations arrivent. Typiquement je prends l'exemple du CRM, qui est une technologie qui est très vieille et qui devient très mature maintenant, alors que tout le monde maintenant dans le business en tout cas sait ce que c'est un CRM, mais il y a encore énormément d'opportunités sur des TPE PME de s'équiper de ces sujets-là. Donc le sujet se fait par vagues successives, et clairement Alexandre a raison là-dessus, c'est que ça se concentre, et du coup il y a une place de plus en plus forte à ceux qui font bien les choses, et c'est très sain dans cette logique-là. Et moi je trouve ça hyper excitant de pouvoir faire du service dans ces logiques-là, parce que c'est
c'est parce que les clients et les personnes que tu as en face de toi, elles sont très matures. Aujourd'hui, nous, les discussions qu'on a avec les clients sur les usages qui sont ceux d'aujourd'hui, que ce soit du gaming, que ce soit des derniers réseaux sociaux, que ce soit des discussions sur le métaverse, les NFT, etc. En tout cas, il y a des vrais sujets qui sont hyper excitants et parce qu'aujourd'hui, effectivement, le marché est assez mature et je pense que ça permet de faire des choses qui sont beaucoup plus ambitieuses. Je vois carrément. Alors, un autre aspect qui m'intéresse dans ce que tu me racontes aussi, c'est, tu vois, enfin, ta boîte, elle a 4 ans et demi? Ouais, 4 ans et demi, on va fêter nos 5 ans, là, au mois d'avril-mai, là. Ouais, c'est ça, ok. Il s'est passé beaucoup de choses, tu vois. Enfin, t'as une équipe de 40 personnes, t'as fait un pivot au milieu, tu me dis que tu fais 70% de croissance par an. Comment tu gères la dynamique humaine, entre guillemets? Enfin, est-ce que t'as connu des moments de galère, des difficultés, où ta croissance se passe super bien malgré tous ces revirements qui font partie de la vie de l'entrepreneur, tu vois? Mais non, on a connu beaucoup de galères. Moi, c'est en tout cas, pour t'en citer une qui est pour moi assez marquante, et c'est quelque chose que je retiendrai beaucoup on remercie les pompiers qui passent. Exactement, ça fait un climat un peu c'est l'urgence, là. C'est l'urgence totale. On a posé la bonne question. Au bon moment. Les pompiers arrivent. Si tu veux, c'est le passage de 15 à 35. T'es autour du même bureau, quasiment, tu vois, en open. On est à fond, on se paye pas. Tout le monde est là. La décision se passe super bien parce que voilà, tout le monde est autour de la table et on itère, on exécute, on fait des heures, on se pose pas de questions. Ça arrive encore à avoir une équipe où ça se paye pas et tout le monde est chaud? Non, nous on se payait pas, eux se payaient. Okay, voilà, nous on a fait le sacrifice de pas se payer au début pendant 2 ans, de bonnes années, pour justement en fait accélérer plus vite, et notamment dans cette logique de bootstrap. Et en fait, on a eu un passage, c'était en 2018-2019, où on est passé de 15 à quasiment 40 en fait, où là c'est le premier sujet où tu te poses la question du mid-management, etc. Et en fait là on a fait plein d'erreurs. À la fois parce que en fait on avait justement, pour revenir un peu sur les sujets de culture, on n'avait pas du tout marqué quelle était vraiment notre culture. Le passage en fait de 15 à 30, c'est le passage de la culture orale à la culture écrite. Complètement. Et ça on l'a complètement raté. Du coup t'arrives sur un truc où tu prends du management que t'as mal onboardé, que t'as pas forcément choisi aussi par rapport à ces enjeux de culture, à ces enjeux de soft skills, etc. Et du coup on s'est retrouvé avec une boîte hyper clanique où nous en fait on se sentait vraiment alignés à la boîte parce que t'es dans une logique où quand t'as pas, pour moi la culture, c'est pour donner un peu une définition, c'est ta manière de bosser, si tu veux. C'est tes valeurs communes, mais c'est quelque chose d'assez constitutionnel, si tu veux, tu vois, comme liberté, égalité, fraternité, mais qui sont derrière, tu vas mettre des lois qui sont plutôt des process, en tout cas des how-to sur des choses, mais c'est ce qui te donne en tout cas le frame de comment tu bosses et quand t'as une problématique, comment tu vas répondre à cette problématique donnée. Et ce truc-là, quand tu l'as pas écrit, tu te retrouves avec des logiques qui sont après, c'est en cascade. C'est-à-dire que tu essayes de boucher les trous avec tes process, mais en fait, là c'est le tonneau de David. Tu fais comme tu pourrais faire un fait divers, une loi, tu fais une merde en process, quoi. Exactement. Et sauf que ça s'enchaîne. Tu fais un process par des process. Et c'est ça. Et en fait, parce que ta culture est mal définie, et ça, on s'est vraiment planté. Et pour le coup, ça a été l'apprentissage. Moi j'ai lu un bouquin à ce moment-là qui a été une super lecture, Culture Code. Je sais plus quel est l'auteur, mais je l'ai pas en tête non plus. Et on mettra en lien. Ouais, c'est les plus grosses organisations. Ça va des San Antonio Spurs aux Navy Seals. Comment la culture. Un truc sur les Spurs avec Povic qui explique ce qu'il fait quand ils perdent en finale ou quand ils gagnent, et comment ils gèrent le truc. Et les Seals, c'est sur du tronc d'arbre, et tout comme ça, quoi. Il y avait les corps francs aussi sur une espèce de troupe de mercenaires français, mais c'est assez incroyable. Et moi quand j'ai lu ça, parce qu'en fait c'était des trucs qui m'avaient en fait, la culture, c'est vrai que bon, déjà, quand tu lances un business, déjà, tu penses à le faire vivre. Tu regardes si ton Excel, il mouline, bon, ça, a priori, quand tu te lances, t'essayes de le faire mouliner, mais surtout après, t'as la réalité qui te rattrape, et t'es dans une logique où, t'essayes de faire avancer les choses, et en fait, et notamment au début, quand t'es très opérationnel, t'as pas le temps de sortir la tête de l'eau, et du coup, tu fais les choses un peu intuitivement, et là, on aurait eu besoin de respirer ou d'être conseillé, on l'était pas forcément à l'époque, pour justement se dire, attends, là, on est en train de prendre le mauvais chemin, et du coup, on est arrivé sur un truc qui était devenu complètement hétéroclite. Et ça a été vraiment un truc qu'il a fallu retravailler. Et en fait, à partir du moment où on s'est dit avec Guillaume, on se remet dans une vision en 2019 plus ambitieuse, la culture était vraiment au cœur de tout ça. Et on s'est dit, peu importe ce qu'on fait, parce que sincèrement, ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'on fera la même chose dans 5 ans, j'en sais rien. Mais en revanche, la manière dont on le fait, ça c'est hyper important. Et ça, c'était vraiment, en tout cas, ça a vraiment été quelque chose d'hyper important, parce que c'est, en fait, quand tu l'as bien fait après, ça arrive dès le début. C'est-à-dire que quand t'embauches, tu embauches sur ces bases-là aussi, et les règles du jeu sont claires aussi pour tout le monde. Et ça va de l'embauche à la démission, parce que dans une boîte, il y a une naissance, il y a une fin, il y a une mort, en tout cas, qui est pas une mort, qui est une mort de boîte, mais en tout cas, soit du projet, soit de la personne qui va sur d'autres aventures et qui va revivre ailleurs. Et pour ça, c'est hyper important de bien le structurer, et au-delà de ça, de le communiquer, communiquer et de le faire
j'ai envie de dire avec la franchise nécessaire, et en fait au début moi t'essayes de dire des trucs, tu mets 15 valeurs, ça n'a aucun sens, et après progressivement tu raffines pour un truc qui est plus sharp, et en tout cas qui colle plus à ce que toi tu t'imagines. Et ça, du coup, c'est quoi le moment où tu t'en rends compte? C'est quoi? Parce qu'il y a un moment où tu t'en dis, oh, on va pas perdre du temps, on a la tête dans le guidon, etc. En fait, tu peux très bien rester comme ça et tuer ta boîte, tu vois. Moi, c'est le moment où on était alignés à notre boîte, en fait. On s'est, avec Guillaume, je me rappelle encore, Q4, on a eu le premier, je me rappelle, le Q4 2017, c'est le moment où, voilà, moi, je faisais du trading le soir, la nuit, voilà. Mais là, c'est très logique du développement c'est le début, donc, t'étais à fond, etc. Et là, on a eu le même quarter, mais 2 ans après, où là, moi, je me disais, bah voilà, on peut pas être aligné à notre boîte, c'est-à-dire qu'en fait, on avait tellement pas mis de manière de travailler, de repères communs, que il fallait être au début, au milieu, à la fin, et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc on avait un management en fait qui était assez traditionnel. T'arrivais pas à lâcher, quoi. Voilà, et en fait, du coup, tu te rends compte que le groupe fait pas corps, et c'est, pour moi, c'est l'analogie avec le sport, si tu veux, c'est quand le groupe vit bien, à un moment donné, c'est une base pour faire des choses. Après, c'est pas une condition nécessaire et suffisante, mais c'est une condition, en tout cas, sine qua non, pour espérer faire des choses. Et ça, aujourd'hui, quand on s'est retrouvé à devoir toute la journée faire des meetings et le soir bosser sur nos trucs et du coup repartir dans un tunnel, on était là et on dit c'est pas possible. Faut qu'on respire, faut qu'on coupe un peu, il faut qu'on réfléchisse comment on a mal fait, parce qu'on avait sûrement des choses qu'on avait mal faites et on en avait fait plein d'erreurs, pour remettre ça d'équerre, parce que c'était essentiel, et à la fois pour nous, mais à la fois pour les collaborateurs, parce que tu te retrouves avec des gens qui, voilà, quand t'as le capitaine du navire qui est moins là parce que lui-même fait 10 000 trucs et qui ont peu de valeur, tu te retrouves avec un truc où personne ne prend du plaisir, et je pense que le travail, en tout cas moi j'associe beaucoup la dynamique de plaisir au travail, et pour ça c'est hyper important. C'est ça qui est hyper intéressant, ce que tu racontes. C'est pour ça que je te cuisine un peu là-dessus. C'est quoi les symptômes, tu vois, comment tu reconnais ça, dans l'idée que si d'autres entrepreneurs t'écoutent, qui se disent ouais, là ça, je suis en train de partir dans le mur, quoi, tu vois. Je pense que c'est quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu le fais pour après chacun le fait pour ce qu'il veut, mais moi je l'ai fait beaucoup pour être libre. En tout cas, t'as un driver, être libre, pouvoir organiser ma vie comme j'entends, gérer mon temps, tu vois, c'est pour moi la notion, la seule qu'on peut pas acheter, c'est le temps, et du coup c'est comment t'arrives à l'organiser, et quand toi-même t'es bouffé par ta boîte sur cette dynamique-là, tu te dis warning, quoi, red flag, là c'est pas possible. Et moi, à un moment donné, c'est vrai qu'au début tu le fais aussi parce que on gagne pas aussi, et tu t'as un peu la tête dans le guidon, et à un moment donné tu te dis c'est pas possible, je suis en train de me tuer la tête pour un truc, alors que je pourrais être peinard ailleurs. Moi en plus j'attendais un enfant qui allait arriver le début d'année d'après, je me dis c'est même pas la peine, je vais pas voir ma fille, ça m'intéresse même pas. Je suis pas là pour gérer des clans et des c'est ça, et je suis pas là pour faire du business. Si c'est pour me retrouver à devoir être élastique dans tous les sens, et en fait tu vois, c'est ça, je pense que c'était c'est presque une overdose. En tout cas tu te dis c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, et au début tu vois, tu laisses faire, tu vois, à un moment donné les choses s'installent, et en fait, et c'est aussi l'importance d'être plusieurs. C'est qu'avec Guillaume on s'est dit non mais là on est en train de craquer, donc il faut repartir de ça. Et en fait quand tu te dis ok, tu prends un peu de recul, tu te dis mais oui, en fait la manière dont on s'est organisé, nous comme les équipes, elle avait aucun sens, et en fait en réorganisant ça, en réalignant tout le monde, là on racontera après la suite, mais ça a généré, et du coup on en vient à comment tu fais ça, genre qu'est-ce que tu fais, ton histoire me fait penser à celle de Cheers. Je sais pas si t'avais écouté ce podcast là ou pas, avec Antoine Lecomte, le CEO qui était passé, et qui me raconte globalement la même chose que toi, à peu près au même moment. C'est pas un secret que c'est le bon moment pour bosser sur sa culture, hein. Et il me dit ouais, je reconnaissais plus ma boîte, c'est un enfer. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en gros il s'est posé, il a écrit tout ce qu'il a, donc c'est devenu le culture book de Cheers, et il a écrit les valeurs, comment elles se déclinaient, ce que ça voulait dire pour les clients, ce que ça voulait dire en interne, dans le management, dans les relations. C'est un truc qu'il a pris après pour en faire la plateforme de marque de Cheers, c'est un truc qui a été assez loin. Et du coup, toi, tu fais quoi? Tu poses des valeurs, toi, avec Guillaume, avec tes équipes, tu travailles uniquement sur cette vision-là que t'as formulée? Au début, c'est, pour le coup, c'était vraiment nous. C'est-à-dire que c'est pas un sujet au début, on a partagé aux équipes, c'est-à-dire que, on s'est dit avec Guillaume, en fait, on est revenu à la racine. Moi, je lis beaucoup de philosophie, en fait, je trouve que c'est vachement lié à ça. Faut vraiment aller deep dive, pas sur des choses de surface, en se disant, tu vois, on est customer centric,
métriques, etc. Moi, c'est pas trop je trouve que c'est des valeurs qui sont trop business par rapport à ce qu'on est. C'est très business, et souvent quand tu commences à employer des termes comme ça, tu te caches un peu derrière, tu vois. Bah, c'est ça. C'est des paravents pour dire, tu vois, c'est comme quand tu dis en entretien, c'est quoi vos qualités, vos défauts, tu vois, je suis le truc. Pire question ever. Non, je suis pas persévérant, mais je sais plus, perfectionniste. Tu vois, on a essayé vraiment d'aller, et nous, voilà, on aime les discussions à bâton rompu, et c'est vraiment d'aller à profondeur, et surtout sur nous, qui on était en fait. C'est pour nous, c'était hyper important. Si on se donnait une ambition sur 10, 20 ans, de se dire qui on est, comment nous on a, voilà, quelles sont nos valeurs. Et l'avantage qu'on a avec Guillaume, c'est qu'on vient à peu près de la même zone géographique, on a été potes ensemble, donc on a un corpus de valeurs qui est assez similaire. Ce qui est mieux pour l'associer, hein. Bah voilà, et c'est franchement, on est hyper complémentaires parce que on voit pas les choses de la même manière. On a des profils qui sont assez différents, mais on se réunit vachement sur les valeurs. Et c'est un peu ce qu'on recherche dans la boîte, de la diversité sur les profils, mais en revanche des valeurs qui sont assez communes. Et déjà effectivement, on s'est dit, voilà, on va rentrer dans ce détail-là, et en fait on est arrivé à trois valeurs qui sont la liberté, l'ambition et l'humilité, qui sont nos trois valeurs cardinales qui vont se décliner après sur des choses plus petites et plus concrètes, on va dire, opérationnellement parlant. Et de ça en fait on est allé voir toute la boîte à l'époque, et on leur a repitché à la fois la vision que je t'ai donnée tout à l'heure, en disant voilà, on a cette ambition-là, c'est plus du tout la même boîte qu'on a fait au début parce qu'on était une agence entertainment et il y avait plein de personnes dans la boîte qui étaient venues là pour ça, pour bosser avec des labels de musique, etc. Voilà, ce qu'on continue de faire, mais pas dans la même, pas à 100% en tout cas, et on a plein d'autres sujets avec une dynamique beaucoup plus start-up, et aussi de se dire voilà, on est sur ces valeurs-là, et 50%, c'est est-ce que toi t'es ok, est-ce que ces valeurs te portent, et si oui, pourquoi, et de l'autre côté, nous, est-ce qu'on estime qu'effectivement t'es aligné par rapport à ces valeurs. Donc il y a eu un travail un peu dual là-dessus, et en fait il y a eu pour le coup il y a eu un turnover assez fort à ce moment-là. C'est ma question, quels sont les effets que ça produit, et en général il y a une phase de friction qui est saine entre guillemets, tu vois. Ah oui, ça a été, nous on a eu un turnover à peu près je pense que c'est entre 40 et 50% de la boîte sur un an et demi à peu près. Avec alors des logiques, tu vois, les choses étaient assez claires dès le début, mais c'est des choses aussi qui ont pris du temps parce qu'on était dans un contexte Covid déjà. Nous on a été hyper faire là-dessus de permettre à chacun pendant le confinement où tout le monde est en remote en plus. Ouais, c'est ça. On a en tout cas parce que nous à ce moment-là en fait on s'est dit, tu vois, c'est ce que je t'avais dit au début, est-ce que c'est un billet, on fait autre chose et on fait notre start-up, ou est-ce qu'on y va vraiment? Et dans ce cas-là, à partir du moment où on y allait, il fallait y aller franco, il fallait pas se poser de questions, et tu vois, et on était là pour tenir le navire. Donc à un moment donné, faut prendre le gouvernail, il faut aller dans une direction. Et pour nous, ça a été hyper clair. Après, voilà, les choses elles ont pris du temps parce que c'est des choses déjà qui prennent du temps à s'implémenter, mais au-delà de ça, par rapport au profil avec qui ça collait pas, de leur perspective ou de la nôtre, t'es dans un contexte qui est hyper difficile, et là-dessus, nous on a essayé d'être les plus faire possible. Alors après, je te dis ça de ma perspective, forcément de la perspective de chacun, ça peut être plus compliqué. Mais en tout cas, à minima, c'est d'avoir une rupture, d'avoir du supra, pour donner de la souplesse pour les gens qui retrouvaient pas du temps, du taf directement, ou pour ceux et qui voulaient partir, et pour ceux qui qui étaient un peu dans une logique où ils voulaient attendre, on leur a laissé le temps de trouver un taf, et ça s'est fait pour tous les gens, et ça s'est très bien passé dans cette logique là. Mais pour nous c'était essentiel d'avoir un marqueur fort, en tout cas, et de se dire il y a un avant, il y a un après, parce que si on restait dans ce truc de cosmétique en se disant bah attends, on va changer un peu ça, on allait y mettre diplôme, et en vrai on allait être frustré, et surtout on allait pas réussir à faire ce qu'on voulait faire et atteindre nos ambitions. Et en plus je te rends compte d'un truc, c'est que en faisant ça, c'est que les valeurs, c'est quand même un outil de management qui est incroyable. Parce qu'en général, quand t'as un clash, quand t'as des clans, etc., ça vient toujours du fait que ta culture elle est pas claire, et qu'entre guillemets tu laisses rentrer des gens qui partagent pas qui tu es, quoi. Et enfin, c'est très bien, ils auront une très bonne place ailleurs, mais si t'as trop de valeurs, tu crées des sous-cultures, etc. Et justement ces valeurs là, ça te permet de dire en fait, enfin voilà, le carré il est là, le cadre, le terrain de jeu il est là. En fait, si tu veux pas jouer dans le terrain, tu pars, et c'est même pas un débat, tu vois. Enfin c'est vachement plus simple que de rentrer dans des logiques de conflit, enfin ça peut devenir horrible, tu vois. T'as un peu ce juge de paix qui, en tant que manager, tu respires, quoi. Te soulage énormément, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est là où effectivement il faut bien choisir son combat, c'est-à-dire que on essaye de faire les boîtes essayent de faire la culture la plus inclusive du monde. À partir du moment où elle est 100% inclusive, c'est sûr que si tes valeurs c'est innovation, customer centric, enfin après tu peux être Amazon, tu vois, mais non mais c'est ça, oui, après quand t'es à niveau de ce boîte-là, j'ai envie de dire, je dirais pas que c'est secondaire, mais c'est voilà, ils sont presque dans une dynamique marketing, si tu veux, du truc peut-être, en tout cas je t'avoue, je sais pas trop, mais tu me fais perdre beaucoup d'invités potentiels sur mon podcast. Désolé, Amazon, Jeff, c'est raté aussi. On n'a pas parlé de Google. Le grand méchant loup. Non, mais et c'est trouver l'équilibre
pour moi c'est voilà, t'essayes d'avoir une logique, tu vois. Moi, je crois à l'inclusion, en tout cas, je crois surtout beaucoup à la diversité au sens de richesse et du coup d'équilibre, de performance, parce que je pense que l'équilibre c'est une notion qu'on doit avoir toute notre vie. Après, effectivement, ta culture, elle est forcément limpide, elle doit forcément être claire, compréhensible, si tu veux qu'elle ait de l'impact et si tu veux que les personnes puissent s'identifier à celle-ci pour prendre des décisions. Et nous, quand on parle, bon, après, on déclinera peut-être les valeurs et quel impact ça a pour nous concrètement. Justement, ouais. Ça, c'est une vraie question. Allons-y. Allons-y. Décline-nous tout. C'est parti. Non, pour nous, l'ambition, si tu veux, c'est, voilà, on doit être des morts de faim, si tu veux. On doit avoir cette ambition, se dire comment on peut faire toujours mieux, comment on peut avoir cette logique de d'aller plus loin, de se dépasser. En tout cas, il y a une vraie logique de dépassement. Cette logique-là, elle est clé pour nous et du coup, elle se matérialise aussi par le fait de partager la valeur. C'est-à-dire que il y a pas tu peux pas demander à tes équipes d'être ambitieux et de changer le monde et de vouloir, tu vois, réinventer les choses, etc. Si à un moment donné elles croquent pas sur le caillou à la fin. Et pour nous, c'est hyper important à tous les niveaux que ça se ressente, qu'elle soit à la fois valorisée symboliquement auprès de la boîte, en externe, etc. Mais aussi de manière pécuniaire, parce qu'il faut être lucide et les gens sont. C'est aussi. En général, s'ils viennent bosser, il y a une partie qui fait qu'ils ont peut-être envie de gagner un peu d'argent. Exactement. C'est légèrement, on va dire, et c'est surtout dans une dynamique de start-up où la guerre des talents est très forte. Donc ça c'est vraiment en tout cas hyper important. Nous avec Guy on a toujours eu cette logique d'avoir l'ambition d'aller toujours plus loin. Mais après l'ambition ça va pas sans l'humilité. Pour moi on doit avoir l'humilité. Justement la diversité elle est là pour mettre les trigger warnings et de se dire voilà à un moment donné on doit tous tu vois moi il y avait ma grand-mère qui me quand j'avais 5-10 ans, c'était quand j'étais jeune en tout cas, elle me disait qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard et je lui disais ah non mais moi je veux pas être éboueur. Et elle me dit mais pourquoi tu veux pas être éboueur, il y a pas de ce métier. Et c'est une phrase qui m'a vachement marqué. Après moi j'ai eu des vies en prépa où j'étais pas un élève très assidu, où j'ai bossé dans le bâtiment etc. Et c'est des expériences de vie où j'ai le plus appris. Et je pense que c'est la diversité, la mixité, elle est vraiment au service de la richesse en fait personnelle et au service du coup de la performance. Et l'humilité c'est quoi? C'est de se remettre en question. C'est nous en tant que tu vois moi je suis quelqu'un de très accessible en tout cas tout le monde peut venir me voir et me dire mec ce que tu fais c'est de la merde voilà et je suis très en tout cas je discute beaucoup à bâton rompu avec mes équipes le soir parfois tu vois je me pose à 17-18 heures je sors une bouteille de vin et je leur dis voilà qui veut vient du stagiaire aussi level et on va tous discuter et on va pouvoir en tout cas avoir des discussions profondes où je suis au même niveau qu'eux et pour moi c'est hyper important d'avoir cette humilité là parce que ça te met dans une logique où voilà ton ambition elle a du sens pas que pour toi on est tous interdépendants si on veut bien collaborer il faut être hyper humble et du coup ça se matérialise comment c'est comment on peut avoir aussi de l'exigence moi qui est liée aussi à l'ambition mais dans la manière de collaborer typiquement on travaille énormément en asynchrone on fait très peu de meetings cette exigence là c'est aussi de se dire voilà ça va très bien avec ta liberté par ailleurs exactement et ça va venir sur la liberté qui va réunir tout ça et c'est de se dire l'humilité c'est de se dire attends est-ce que je dérange le type est-ce que le mec il a pas un sujet voilà comment je le ping etc tous ces sujets là mis bout à bout nous on a gagné peut-être 70% d'efficacité. Avant, je passais ma journée en meeting. À partir du moment où on a dit c'est une demi-heure. Avant, t'as une note au début, technique du sandwich, une note au début, une note à la fin. Avant chaque meeting, tu divises tes meetings par 3. Et t'arrives à les faire avancer en asynchrone parce que t'as cette ambition, t'as cette exigence, qui est le mix des deux, qui te permet d'être hyper efficace pour toi et pour les autres. Et du coup, pour faire des projets cool dans la boîte, mais pour aussi avoir du temps pour soi. Parler après d'équilibre, pour moi c'est une notion qui est hyper importante. Et la liberté, pour moi ça réunit tout ça. Alors la liberté c'est pas l'anarchie. La liberté ça implique beaucoup de responsabilités. La liberté c'est de se dire tu vois c'est comme disait je sais plus si c'est Kant qui dit ça mais ta liberté c'est pas Kant je crois mais ta liberté commence là où s'arrête celle des autres c'est voilà je suis pas du tout capable de dire quelle ça la phrase est tellement connue t'as pas besoin ouais c'est ça je pense que mais je crois que c'est pas Kant mais bref et mon professeur de philo me tirait les oreilles non mais ça implique tout le monde c'est l'anarchie ça implique une vraie notion de responsabilité et aujourd'hui nous par exemple tu vois on fonctionne en activity based working il y a pas d'horaire pas de bureau à partir du moment où ça freine pas la collaboration les gens c'est génial tu vois c'est pour eux c'est hyper important de pouvoir l'été tu vois t'as envie d'aller bosser chez tes parents t'as envie d'aller bosser à l'étranger c'est pas un sujet on a un management qui est très centré sur l'objectif donc du coup ça laisse la liberté pour se faire mais du coup la responsabilité aussi de dire tous les 3 mois il y a une quarter review où là à un moment donné on se dit si on a avancé ou pas mais dans l'intervalle s'il y a pas besoin de se parler il y a pas besoin de se parler tu vois les gens tu vois le collaborateur, il va prendre son train plutôt que de prendre le train à 18h qui coûte une blinde, il va le prendre à 14h, il va bosser dans le train pour aller voir ses parents le week-end, ça fait du sens, tu vois.
tu te dis ça, t'as l'impression que c'est basique. Ça répond vaguement à des aspirations d'une certaine génération, quoi. Exactement. Ouais, et qui plus est sur les jeunes générations, mais en tout cas, c'est comment tu mets la liberté au cœur de ton travail pour pouvoir s'éclater, parce que là encore, c'est du la vie, ça doit, en tout cas, on a la chance de travailler sur des métiers. Moi, j'ai toujours l'humilité de me dire que, tu vois, déjà, on a un job, on vit en France, tu vois, on a quand même Paris, tu vois, c'est quand même dans l'univers des possibles, on est quand même pas mal. Donc du coup, faut avoir vachement d'humilité sur ce qu'on fait, et du coup, vachement d'exigence en se disant, bah voilà, faut que j'en fasse quelque chose, il faut que mon temps il ait de l'impact, à la fois dans ma boîte, mais aussi à côté. Moi, je suis père de famille, j'ai le loisir et la chance de pouvoir aller récupérer tu vois, ce soir, je vais récupérer ma fille à la crèche, et je ne verrai pas vivre autrement. Et c'est plus une option, ça, tu vois, enfin. Moi, j'ai fait le choix de l'indépendance pour ça aussi, enfin. À un moment, t'en as marre d'avoir ta vie pro avec tes horaires de bureau, et ta vie perso qui est le reste, hein. Enfin, juste t'as envie de faire ta vie, et dedans, il y a du taf, et il y a autre chose, quoi. Et c'est très cool de voir que tu peux le faire en étant salarié. Parce que c'est souvent un truc dont on pense que c'est réservé aux entrepreneurs, aux indépendants, enfin tu mets ce que tu veux derrière, mais pour un salarié, genre entre guillemets, il doit venir bosser de telle heure à telle heure. Enfin bref, je crois que tu recrutes en ce moment, donc tu vois, sur les gens en posture en écoutant ça. Non, mais c'est en fait c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que déjà ça on va parler après de l'exemplarité, mais en fait moi je me rends compte qu'il y a 2-3 ans, t'es éduqué sur un management qui je trouve assez français, mais c'est management du présentiel, du reporting, faut regarder, faut que le mec limite il pointe, tu vois, attends, je m'en fous du résultat, mais je veux savoir ce que t'as fait. Pourquoi t'es là à 9h15 alors que je t'avais dit 9h? En fait, rétrospectivement, je me rends compte que ça avait aucun sens, mais t'as été formaté dans ces logiques-là, et en fait, tu te dis, ok, tant que tu t'es pas posé la question, qu'on te l'a pas fait poser, ou qu'à un moment donné t'as pas explosé en vol, tu te les poses pas ces questions-là. Et après, effectivement, pour moi, il y a une vraie logique qui est hyper importante pour l'entrepreneur. On a chacun son rôle, il faut pas tout mélanger non plus. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin aussi d'avoir, tu vois. Je me suis appelé au début patron, tu vois, bon, j'aime pas forcément le terme, mais en tout cas, les gens aiment bien avoir un chef, c'est important aussi, tu vois, avoir quelqu'un qui décide. Mais entre guillemets, c'est un rôle comme un autre. Exactement. C'est juste un rôle, ça fait pas de toi, en tout cas, cette personne-là, elle est pas supérieure par rapport à la personne avec qui tu as discuté par ailleurs. Et justement, il y a un vrai sujet d'exemplarité. Si moi je peux bosser d'où je veux, quand je suis, tu vois, et bosser à n'importe quelle heure, pourquoi mes salariés ne pourraient pas le faire? Et c'est ça aujourd'hui, c'est vrai que pour moi ça me paraît hyper naturel d'avoir cette exemplarité là, et tu dis effectivement combien même on a un rôle qui est différent et aussi des responsabilités qui sont différentes, d'avoir la même logique de travail, parce que c'est pour moi nécessaire, mais ça va de la manière d'organiser son temps à la répartition de la valeur, même si elle est pas la même fondamentalement, c'est quand même important que tout le monde croque, parce que tout le monde doit être aligné sur des mêmes sujets. Justement, ça m'amène à une réflexion qui est intéressante aussi sur toi, tu vois, tu dis la question on se la pose pas, si, alors je sais plus exactement ce que t'as dit, mais si on l'a pas vécu, si on n'a pas explosé en vol, etc. Toi, c'est pareil, enfin, tu dis, c'était un MBA, c'est 3 ans, etc. Même ta posture à toi, en tant que CEO, que chef, comme patron, tu dis ce que tu veux, mais elle a dû vachement évoluer aussi, quoi. Et genre, comment t'en es venu à déconstruire ce management à la papa, on va dire, pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui, quoi? Sincèrement, c'est une vraie, Guillaume me disait au début, c'est vrai qu'il a eu cette phrase au début de Clocks, il me dit, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est une psychanalyse. Et je trouve que en tout cas, il y a beaucoup d'introspection qui est dedans. C'est ça, et j'ai envie de dire, moi j'ai ma fille qui a 2 ans, et pour moi c'est la parentalité, c'est la même logique. C'est en fait, ça te met face à tes faiblesses et tes forces, et en fait, c'est juste une logique d'humilité, en tout cas de se remettre en question toujours, et de se dire, voilà, je dois pouvoir progresser. En tout cas, tu vois, typiquement, comment je peux devenir une meilleure personne. En tout cas, moi, ça a toujours guidé Guillaume, ça le guide toujours dans la manière de fonctionner en tant que, voilà, aujourd'hui, on est encore exécutif, en tout cas, mais gérant opérationnel de cette boîte. Comment on peut devenir des meilleures personnes pour les autres? Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu fais naturellement parce que c'est dans ta culture, c'est dans ta manière de faire, et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout adapté. Et voilà. Et après, t'as aussi différents stades. C'est-à-dire que t'as un stade au début, voilà, où t'es 10-15, où t'es sur un rôle plutôt de, tu vois, tu enhance, tu vois, c'est le leadership, tu vois, t'es là, t'es boum boum. T'es la locomotive, quoi. Voilà, t'es la locomotive, tu regardes devant, tu te poses pas trop de questions, t'es comme ça, et t'arrives sur un sujet où quand t'arrives à une boîte à une 40aine de personnes, tu dois changer un peu de braquet en termes de temps aussi, d'avoir des timelapses plus longs pour les gens, et du coup de faire rentrer d'autres dynamiques dans le projet qui sont pas juste tu vois, la croissance pour la croissance, mais aussi voilà, un écosystème plus global de bien-être, tu vois, c'est hyper important si on veut
moi j'essaye de faire des choses, en tout cas je trouve que dans la culture il y a une vraie notion politique, tu vois, et dans la politique il y a une notion de long terme, tu vois, les choses elles doivent être structurelles, et t'essayes de mettre en place des choses, et du coup t'essayes de te dire ok bah là où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis pas bon, et de ça bah en fait tu te formes. Nous on se fait de plus en plus accompagner par des coachs. Moi j'essaye de lire énormément, t'écoutes énormément de podcasts, le tien, tu vois, des podcasts comme Matt Stéphanie, tu vois, sur des entrepreneurs qui ont vécu des choses que toi t'as pas encore vécues, ou qui sont en train de les vivre, et de ça en fait tu tires énormément de valeur, et tu te dis ok, et moi dès que je lis un bouquin c'est comment concrètement je prends des fiches de lecture à chaque fois, comment je peux l'adapter sur ma boîte, et du coup t'essayes d'itérer comme ça, et après t'as aussi nous on essaye de mettre en place des marqueurs, tu vois, on a beaucoup déménagé par exemple tous les ans, voilà, on va rester 3 ans dans ces 3 ans ça me paraît long, mais là on va boucler 2 ans dans ces locaux, ça fait un peu moins d'1 an qu'on y est, mais en fait à chaque fois c'était aussi des marqueurs où on faisait une grosse stuff par exemple pour dire ok il y aura un avant un après, tu vois, pour que les gens en fait ça se ressente, et tu vois, le fait de le faire à l'extérieur, de faire une bonne fiesta, bah ça te permet en fait de te dire ok tout le monde a la gueule de bois, mais tout le monde se dit ok il y avait un jour d'avant, il y a un jour d'après, tu vois. Et ça pour moi c'est hyper important d'apporter cette dimension symbolique au sujet, pour qu'en fait, parce que c'est comme la puissance des images, tu vois, de la métaphore, j'en utilise beaucoup moi dans le business, parce qu'en fait ça permet de concrétiser des choses qui peuvent être parfois assez abstraites, quoi. En fait, ce qui est hyper intéressant, ce que tu dis, il y a deux trucs qui me marquent particulièrement, c'est le côté la culture, c'est politique. Je suis hyper d'accord avec toi quand t'es entrepreneur, en fait, parce qu'en gros, tu crées un espace où tu pousses tes valeurs, en fait. Et derrière, l'impact que ça va avoir, bah, c'est sur la vie des gens qui vont venir bosser avec toi. Et justement, enfin, c'est quand même assez politique de dire justement, bah, en fait, chez nous, tu peux être libre, tu peux bosser où tu veux, quand tu veux. Enfin, c'est un modèle, entre guillemets, d'organisation qui est pas partagé partout, quoi. Et le truc que je trouve top, c'est en fait la croissance de ta boîte et les évolutions que tu apportes, même en termes d'organisation, etc., elles sont hyper liées à ton évolution à toi en tant que personne, non? Enfin, ouais, complètement. Je pense que c'est en fait, si tu veux, pour reprendre un peu la partie politique, en fait, sur la culture, on vit dans une ère qui est très performative, très objective driven, et en fait, elle nous met des œillères sur plein d'autres pans de la vie. Je pense que la culture, c'est mettre en place les conditions. C'est créer les conditions. Et en fait, tu te focalises sur les moyens, en fait, d'y arriver. Et tu te dis, voilà, si je mets les bons moyens d'y arriver, la bonne manière, bah, magic va happen. En tout cas, à un moment donné, j'aurais fait mon job, et ça va forcément bien se passer. Et nous, en tout cas, c'est vraiment parti de ce cheminement-là, de se dire comment on va faire en sorte que les gens s'éclatent, tu vois, se prennent le plus de plaisir possible. Et là, on le voit, bah, tu vois, il y a des gens qui il y a des couples, il y a des gens qui se voient à côté, parce que la vie elle prend, parce que une boîte c'est une société avant tout, et quand on arrive dans ta boîte d'ailleurs, bah ouais, bah, t'as l'impression d'arriver dans une grande coloc en fait. Bah ouais, en tout cas il y a un esprit, en tout cas, tu vois, on n'oublie pas pourtant l'exigence, mais en tout cas pour moi qui est hyper important d'esprit, voilà, on va dire fraternel, tu vois, fraternel, familial, ça dépend comment on dit, clanique pour certains, mais pour moi qui est hyper important, je pense que c'est la dimension, moi en tout cas j'aime beaucoup la politique, je me suis beaucoup intéressé quand j'étais beaucoup plus jeune, et je trouve que c'est une manière en tout cas de faire de la politique. En tout cas c'est un programme politique, ce que tu fais dans ta boîte et la manière dont tu le fais, la manière dont les gens le perçoivent, avec toutes les adhérences que tu peux avoir aussi voilà, faut réussir à la fois satisfaire tout le monde, mais tu peux pas, donc faut avoir aussi une direction, faut l'idée. Satisfaire tout le monde, faut satisfaire les gens qui sont chez toi, il faut donner les moyens aux gens de se dire est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai envie d'aller dans cet endroit-là, exactement, ou pas en fait. Et si t'as pas envie, bah c'est ok, tu vois, enfin on gagnera tous du temps, quoi. Bah exactement. Et du coup ouais, c'est là-dessus, moi j'ai c'est aussi une logique de prise de confiance, tu vois. Moi quand on s'est lancé en 2017 avec Guillaume, c'était notre première boîte, sincèrement t'as le syndrome de l'imposteur, hein. T'arrives, déjà tu te dis ok, à l'époque on se disait on fera 1 million, ce sera super. Quand on fait 1 million, t'es déjà dans la logique d'en faire 3, et en fait tu te poses pas trop la question. Et c'est vrai que bon, on rencontrait pas mal de monde, mais en fait t'es dans une logique, ok, tu te sens un peu, tu te dis mais est-ce que je suis légitime pour le faire, est-ce que je suis légitime pour être sur ce sujet-là. Moi j'ai un super reportage que j'ai vu qui date d'une dizaine d'années, même plus je pense, qui s'appelait Bonheur au travail sur Arte, qui étudiait les organisations en fait un peu iconoclastes, des manières de s'organiser, qui est un super reportage. C'est quoi, c'est tout ce qui est entreprise libérée? Ouais, entreprise libérée. Ouais. T'avais une usine de petites pièces de boîtes de vitesse sur Toulouse, où le mec est complètement iconoclaste, il voit 15 superviseurs et 15 doers, il se dit ok, bah on va tous les faire et on va rémunérer les meilleures idées. T'as un autre mec qui est à Nantes qui fait de la maintenance, je crois, électronique, où le mec dit gros stuff, je pars 1 an sur mon voilier, vous réinventez toute la boîte, je reviens dans 1 an. Pas mal ça. Le mec, au début waouh, il l'appelle, et en fait ils ont réinventé complètement la boîte. Et en fait moi ce reportage m'avait vraiment marqué, et en fait j'avais jamais osé aller au bout de ça, parce que
tu te dis voilà, est-ce que t'es légitime, est-ce que tu, et au final t'as toujours d'autres priorités qui arrivent, et à un moment donné en fait tu prends confiance et tu te dis ok, je vais le faire à ma manière, vraiment je vais mettre plus de moi aussi, donc ça a aussi d'autres implications, et en fait tu te rends compte que bah voilà, après c'est moi je me suis ça a vraiment, ça m'a fait déjà beaucoup de bien parce que je me suis senti beaucoup plus à l'aise en fait dans la manière d'échanger avec les équipes, parce que tu te sens sur un terreau qui vient de toi, du coup t'es beaucoup plus à l'aise, et en fait tu te rends compte que bah ouais, ça fonctionne. Moi tu vois, on n'est pas sur des valeurs que je t'ai données qui sont tu vois, ouais, bien sûr. ça reste des valeurs, tu vois, de vie, et du coup en fait tu te rends compte que bah les gens adhèrent, et quand ils adhèrent bah ils s'éclatent, et là-dessus ouais, ça a été, je pense que la prise de confiance a été conscience et confiance a été hyper importante, mais l'un va pas sans l'autre, et après ça voilà, ça dépend des track records de chaque entrepreneur, mais moi dans la logique où tu vois on était jeunes, c'était important en tout cas d'avoir ces étapes là, et sincèrement j'aurais été incapable de le faire au début, tu vois. Même en ayant lu un bouquin, je pense que ça aurait pas été, tu vois, en fait, il fallait vivre le pain pour agir. Exactement, t'as le temps, et en fait, entre guillemets, heureusement que tu te développes encore, sinon t'aurais pu, enfin, t'étais déjà le meilleur entrepreneur avant de te lancer, tu te ferais vraiment chier dans ton parcours, je pense. J'aurais dire des gros mots sur le podcast, c'est terrible. Et, enfin, en tout cas, ouais, c'est du live, tout se passe bien. Et toi qui a rien à voir, toi qui es un grand fan de basket, est-ce que t'as lu la bio enfin, même l'autobiographie, je crois, de Phil Jackson? Pas encore, justement. Et il faut absolument que tu lises ça, et je trouve qu'en fait, que ce que tu décris en termes d'effet sur l'équipe, en fait, il reprend un truc qui est le tribal leadership, le truc des tribus. Il fait les équipes de type 1, type 2, type 3 et type 4. Et justement, enfin, en gros, bon, type 2, c'est la guerre, quoi, c'est un gang, tu vois, après. Et après, type 3, c'est en fait, on est unis contre quelque chose, et type 4, c'est l'équipe vit pour elle-même, tu vois. Ouais. Parce que, justement, pour une raison d'être, des valeurs, etc., tu vois, on revient à tous ces concepts-là. Est-ce que toi, c'est un truc que t'as observé, justement, cette transition de ton équipe, avec tout staff que t'as fait sur ta culture, et, enfin... Ah ouais, complètement. Bah en fait, moi j'ai beaucoup matérialisé sur la prise d'initiative en fait. Ouais. C'est que je trouve que à partir du moment, en fait, j'ai vu les choses au début. C'est vrai que quand tu mets en place des choses de culture, tu vois, et après, au-delà de dire les valeurs, d'aller voir tout le monde, c'est, tu passes des moments avec l'équipe, t'en parles aux apéros, t'en parles à tous les moments de vie de la boîte, et tu fais c'est l'analogie du perroquet dans la parentalité, mais c'est pareil, tu répètes énormément. Au début, t'as pas l'impression que ça imprime des masses, et en fait, nous, dès le début, on a mis en place on a essayé d'être très concret en fait avec Guillaume dans la pratique. En même temps, on se dit voilà, il y a des valeurs, il y a des lois, en tout cas, il y a tu vois, on va alléger vraiment les choses et on va mettre une organisation la plus lean possible. Et au début, t'as l'impression, ouais, tu me passes l'expression, moi je veux dire un gros mot, de pisser dans un violon. Tu te dis, attends, voir des contrebasses si tu veux, tu te dis mais à quoi ça sert ce que je fais? En plus c'est hyper indirect, et là t'as ton business à gérer à côté, tu te dis pourquoi tu passes du temps là-dessus? Et en fait, au bout de 6, 8 mois, 9 mois, tu vois les trucs qui commencent à popper, tu vois les gens en fait, à partir du moment où ils font corps, ils font groupe, quand le groupe vit bien, en fait déjà ils prennent beaucoup plus de plaisir, et en fait la nature des discussions, tout le monde, on parle pas de business toute la journée, mais la nature des discussions, j'ai envie de dire, à la fois il y avait une étude d'ailleurs dans Culture Code où il montrait, c'était une étude au MIT ou je sais pas quoi, c'est comment les équipes étaient les plus innovatrices, c'est quand il parlait plus d'autre chose que le business à la machine à café, tu vois. Donc c'est comment t'arrives à avoir des vrais moments de vie, et des initiatives qui se prennent en fait par elles-mêmes sans que toi t'aies besoin d'intervenir au début, au milieu, à la fin. Ce qui était beaucoup notre cas au début. Et moi, à partir du moment où j'ai vu les prémices de ça, je me suis dit là c'est le futur. Là ça veut dire que t'es en train de faire quelque chose qui va te dépasser. Et du coup t'arrives sur des logiques de transmission en disant voilà comment je vais structurer les choses. Et là c'est plutôt l'étape qu'on vit en ce moment, structurer pour permettre et faire en sorte que toutes les personnes qui vont rentrer dans la boîte vont être dans cette dynamique là, et demain ça t'ouvre des opportunités de malade quoi, à la fois dans la boîte sur le projet qu'on mène en ce moment, mais à la fois dans d'autres projets. Et ça je trouve ça hyper excitant parce que c'est pour ça que j'ai voulu être entrepreneur. C'est aussi pour susciter des vocations et pour permettre tu vois, moi je de la Cambrousse, tu vois, de la classe moyenne, t'as des cuts en tout cas, tu vois. Quand t'arrives à ces niveaux-là, en tout cas de business, tu te dis ok, moi très rapidement c'était comment je peux le transmettre, et j'essaie beaucoup de le transmettre dans le mentorat ou d'autres choses par ailleurs, mais déjà de le voir sur sa boîte, de voir que les gens ils se prennent au virus et en fait ils ont envie aussi de créer des boîtes, ils ont envie de faire des trucs, tu les laisses voler de leur propre aile, je trouve ça super, je trouve ça assez excitant, et au-delà de ça, ouais, presque beau, tu vois, tu te dis ouais ok, on est sur un truc qui te dépasse, ouais, qui a un impact, c'est ça. Et ouais, et pour revenir sur c'est ça, tu parles de la notion d'impact que je trouve vachement importante. C'est voilà, l'impact, c'est oui, on peut faire de l'impact effectivement en travaillant il y a plein d'enjeux en ce moment, la diversité, l'écologie, etc. Et ça fait énormément de sens, mais tu peux aussi avoir de l'impact, et tout le monde peut avoir de l'impact. Et moi on
on pense vraiment le micro à Guillaume et on pense vraiment que chacun peut en tout cas avoir un impact sur sa vie, tu vois, en donnant un sourire à un SDF en bas, mais comme aussi dans une boîte, mettre les gens dans les meilleures conditions, tu vois, parce que ça va faire des petits tout ça. C'est aussi des choses, la société elle met du temps à évoluer et tout le monde en tout cas doit être responsable et doit se dire comment moi je peux faire mon best effort en tout cas dans la boîte pour permettre de réaliser en tout cas une nouvelle génération effectivement, et on l'a dit qu'il y a d'autres aspirations que celle du passé. Complètement. Et justement, tu parlais de l'étape d'après. Du coup, ça m'amène assez naturellement à ma question d'après. C'est, au final, c'est quoi l'ambition maintenant pour toi et pour Clox? C'est une bonne question. L'ambition aujourd'hui pour Clox, en tout cas, c'est de continuer ce développement. On est sorti quand même du Covid, qui était une épreuve au-delà d'être une épreuve business, c'était une épreuve dure pour tout le monde. Et d'ailleurs, on en voit un peu les contre-coups après, parce que voilà, les gens, ça a été difficile. Tout le monde a été un peu renfermé sur soi. Voilà, déjà, c'est de pouvoir se développer, de garder cet état d'esprit, de pouvoir continuer d'aller tackle des opportunités, de faire de la croissance en tout cas, mais en prenant du plaisir et en faisant des trucs super cool, parce que là, on a plein de projets excitants qu'on est en train d'exécuter. Et pour moi, en tout cas, l'horizon sur l'année 2022 qui vient et début 2023, ça sera principalement sur ces sujets-là. Et après, moi, en tant qu'entrepreneur, nous avec Guillaume, on a des logiques. En tout cas, on réfléchit à d'autres projets à côté. Okay. Je regarde, tu vois, je sais pas si tu connais la boîte comme Théodo, par exemple, qui est une boîte qui est super intéressante d'un point de vue management. Je discute avec eux, moi, cette semaine, parce que c'est un modèle qui m'a beaucoup inspiré, justement, pour prendre un peu leur best practice. Et eux, ils ont créé un startup studio juste à côté. Mais en tout cas, nous, de créer, en tout cas, d'autres projets entrepreneuriaux, qui soient connexes ou pas à Clox, mais en tout cas d'avoir une logique plus large, à la fois dans l'exécution de business, mais à la fois, et moi je te le disais, j'ai commencé pas mal de mentorat, ces choses-là, et je trouve ça hyper intéressant, parce que là t'es vraiment dans une logique de transmission, et je trouve ça super cool, tu vois. Moi quand j'étais collégien ou au début de lycée, j'aurais été hyper content tu vois, tellement d'accord avec toi, d'avoir toi ou moi en racontant, en disant attends, j'ai fait ça, machin, et là tu te dis future is bright, c'est génial, on va s'éclater. Et c'est vrai que je trouve que ça manque vachement à l'école, en tout cas cette perspective là, tellement d'accord avec toi. Et ça, moi en tout cas il y a plein d'idées, tu vois, on réfléchit à beaucoup de sujets sur la connaissance en tout cas, et le transfert de la connaissance, le mentorat, au-delà d'actions concrètes qu'on peut mettre en place, mais de projets business qui nous excitent pas mal. Donc on va voir jusqu'où ça va nous mener, mais en tout cas c'est de pouvoir travailler sur d'autres sujets voilà, et d'avoir un rayonnement qui est un peu plus large, voilà, sur le business et sur l'entrepreneuriat globalement. J'ai grand envie de digresser sur ton sujet de l'école là, parce que c'est un vrai truc. Enfin, pourquoi je sais pas, le truc dans des écoles avec des étudiants, etc. Et oui, enfin, c'est vraiment ce côté genre donner les cours que t'aurais voulu avoir. Et en fait, enfin, tu te rends compte que tu casses des portes, mais quand tu viens raconter justement ce que t'as appris sur ces, en fait, qu'est-ce qui est possible de faire, tu vois, tu te rends compte que t'as un sujet d'autocensure aujourd'hui chez les étudiants qui ça n'a rien à voir avec le sujet du podcast, mais qui est délirant, quoi. Ah non, mais il y a des barrières mentales en fait qu'on se met tous. Moi, j'avais eu cet exemple. En fait, il y avait une pote de mes parents qui avait, en fait, elle accompagnait une classe c'était des STG, je crois, mais je crois que c'était des STG, donc ça devait être des secondes, premières, peut-être première. Je pense que si c'est première, si c'est la spécialisation STG à l'époque. Et en fait, elle est fait à Paris, elle me dit, ouais, je l'ai fait visiter Paris, voilà, la Tour Eiffel, machin, et est-ce que t'es chaud pour passer 1 heure à raconter un peu ton parcours, tu vois? Moi, je dis, bah, ok, mais qu'est-ce que je vais raconter, si tu veux? Non, mais on prend une demi-heure, 1 heure, tu viens dire un peu ce que tu fais, etc. Et en fait, je me retrouve devant 40 lycéens, alors je raconte ce que je fais, le digital, je te parle un peu ce qu'on a dit, le programmatique, etc. Donc c'était il y a quelques années, donc c'était encore plus jargonneux à l'époque. Je l'ai tué. Et ouais, sauf que ça, et les gamins, et je les voyais, ils étaient scotchés. Et moi, ça a été une expérience de ma boule en me disant, les mecs, on est resté 2 heures à parler, à bâton rompu. Ah ouais, t'as fait comment, t'as fait tes trucs. Et en fait, là, tu leur racontes que et encore là, il y avait pas le no-code qui avait émergé, etc. Mais en fait, que les barrières à l'entrée, elles sont faibles, que si t'as la niaque, tu vois, tu vas pouvoir trouver des trucs, t'as plein de formations qui sont hyper agiles là-dessus, tu vas pouvoir rentrer d'une manière ou d'une autre dans ces sujets-là, et moi je trouve ça, tu vois, en plus tu fais quand même relativement du one to many, parce que t'es 1,40, tu vois, et ça je trouve ça super cool, et de ça en fait, tu vois, j'ai toujours continué un peu dans ces sujets-là, mais je trouve que là encore, je trouve que ça lève tes barrières mentales, ça lève des possibilités, et faut être aussi lucide sur la reproduction sociale en France et dans plein de pays occidentaux, si tu veux, c'est pas un hasard pour que le fait que toi et moi on aime autant faire ça, je pense. Enfin, tu vois, on sait entre guillemets d'où on vient. Moi je vais pas te dire que c'était la galère et que je me suis sorti du bidonville à la force du poignet, tu vois. Non plus. Mais ouais, t'as ce côté, en fait, t'as pas certaines infos, et justement quand tu viens leur parler pourquoi ils sont scotchés, c'est parce que t'es hors référentiel. Enfin,
t'existes pas normalement, tu vois, enfin dans le chemin qui est tracé pour étudiants, quoi. Ah ouais, chaque chemin est différent et je pense que c'est tu vois, c'est de raconter un peu c'est son parcours, c'est aussi de dire que tout est possible, en tout cas qu'avec du travail, tu vois, comme disait mon grand-père, il faut de l'huile de coude, tu vois, mais une fois que tu vas, t'as du culot, tu mets du travail, tu te donnes en tout cas les moyens d'y arriver. En tout cas, le cheminement sera cool. Anyway, et ça, je pense que faut être pour un gamin, en tout cas, c'est de se dire ouais, écoute, ta voie n'est pas tracée. Et en plus, a fortiori sur nos générations, on est hyper mobile. Moi, je vois la génération de mes parents. Forcément, ils étaient dans une logique où, à leur époque, tu étais plus dans une logique de salariat aussi, sur des temps plus longs. Là, moi, sincèrement, me dire ce que je vais faire dans 5-10 ans, j'en ai aucune idée. Ouais, moi, c'est pareil, je te rassure. Et c'est ça. Et je trouve ça super excitant. Ouais, de dire que, en fait, bah ouais, je vais sûrement travailler sur des trucs que je connaissais pas aujourd'hui. Et en fait, ça. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est lié aussi au syndrome de l'imposteur dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois, on choisit pas sa famille, mais après, t'es dans des logiques. Moi, typiquement, je viens de Bretagne, du bled où je viens de Redon. Le blason, c'est petite ville, grand Redon, mais dans les faits, c'est plutôt des gens. Tu vois, ils tendent ils ont pris une baffe sur la première, et ils tendent la deuxième, si tu veux. Donc là, t'as une logique un peu. Tu vois, t'es petit, tu viens d'un petit patelin, tu peux pas faire de grandes choses. Et en fait, tu vois, en creusant maintenant, je me rends compte qu'il y a plein d'entrepreneurs qui viennent de ce bled-là, mais que je connaissais même pas, alors que c'est tellement dommage. Et là, tu te dis, en fait, t'as des connexions hyper naturelles entre des zones géographiques et des gens qui ont fait des trucs, et juste de revenir le transmettre, déjà, c'est déjà énorme. Et je pense que ça va mettre des étoiles dans les yeux de plein de gosses, et je trouve ça super. Carrément, c'est trop cool. Bon, je pense qu'on va faire un deuxième podcast là-dessus. Du coup, j'arrête. Je pense on risque d'en parler hors micro, mais ouais, c'est juste beaucoup trop cool. Enfin, qu'on monte une école. Montons une école. Yes, c'est parti. Et du coup, quand dans 10 ans on aura monté une école et on réécoutera ce podcast, ça nous fera marrer, tu vois. Bon, du coup, ça m'amène sur la question de fin que tu connais, du coup. Bon, t'as donné beaucoup et t'as partagé beaucoup dans ce podcast, mais toi, du coup, aujourd'hui, et après ton MBA d'entrepreneuriat, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui a pas travaillé sur sa culture entreprise, ou qui hésite, ou qui se dit je vois pas le ROI à court terme, enfin des objections que tu connais, quoi. Moi, je pense que je dirais que c'est très important. Déjà, c'est essentiel pour tackle des vrais sujets de croissance. Je pense que si on veut avoir des ambitions fortes, faut avoir encore l'analogie du groupe, mais faut avoir une logique de cohésion dans le groupe, et pour ça la culture c'est hyper important. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un vrai travail qui est hyper simple aussi pour le dirigeant, et aussi qui va le faire gagner beaucoup de temps. Je pense qu'on en a parlé effectivement sur les logiques de management. Tu gagnes énormément de temps en adressant ces sujets-là, et là-dessus, en tout cas, je le dirais de le faire et de lire quelques bouquins, mais au final de juste prendre une feuille, un papier et d'écrire ce qui fait sens pour lui, et de le partager progressivement, d'itérer là-dessus. Et sincèrement, je pense que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais en tout cas, c'est dans les choses simples. Il y a beaucoup de bon sens dans ces sujets-là, et il faut pas trop se monter la tête. C'est ce que je conseille que je donnerais, qui sont un peu des petits conseils. Ouais. C'est très bon conseil en tout cas. Mais écoute, merci beaucoup Corentin, c'était très très cool. C'est Vincent. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.